J'aime le fait de s'habiller, ça de mon côté congolaise. En fait, finalement... Attendez. Plus bas. Cet épisode... J'ai aussi 2 petits chiens. Waouh, claquette. S'il vous plaît, avec tout le respect du monde. Oh, tu sais qui, Skepta? Ouais, mais on fait le même métier, ma belle. Enfin, Yeah! On a combien de temps? 5 minutes. Hein? Pour le studio. Non. Combien de temps on a enregistré? Ah, comment 5 minutes? Ok, je t'avoue de... On a peur de nous-mêmes. On ne se connaît pas assez. Il faut se poser, tu sais, qui je suis et qu'est-ce que j'apporte. quand tu dis les choses, ça t'oblige à les faire. Et si ça n'arrive pas, c'est pas un échec. Certaines choses doivent arriver aussi au bon moment. Hey. Salut. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sim Podcast. Déjà, désolé pour moi, voir l'équipe. That's okay. Aujourd'hui, je suis dans un nouvel épisode avec Lola Marie. Salut. Comment tu te sens? Ça va. Franchement, honnêtement, ça va. Ah ouais? Ouais. T'es à l'aise et tout, ça va, ça se J'ai été passe? très bien accueillie. Donc. Ça va, Très parfait. Déjà, bonne année à toi aussi. Bonne année à toi aussi. Bonne année à tout le monde. Ça fait un peu de temps, j'ai fait une petite pause et tout, mais on est de retour. Et cette année, vraiment, restez branchés parce que ça va être vraiment très, très, très cool. Et du coup, on va directement commencer, en fait. Donc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Yeah. Alors, je m'appelle Lola Marie Vindegaard, j'ai 24 ans. Okay. J'habite actuellement à Liège, mais je suis une ancienne bruxelloise. J'aime le préciser. Quand même. Et je viens de terminer une formation de community manager à l'UFP de Bruxelles. Et pour l'instant, je survis. Ah, ok. Je survis, voilà. Okay. Je ne sais pas trop ce que j'ai réellement envie de faire. Est-ce que je me lance dans le monde du travail? Est-ce que je me laisse du temps? Parce qu'à côté de ça, du coup, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Ouais. Et j'ai envie d'être un peu dans ce truc où j'ai envie de me laisser une chance, de me mettre à fond là-dessus, de me laisser peut-être une année ou quelques mois. Je ne sais pas encore. Donc, je verrai bien. En fait, je vais là où le vent me mène. Parfait. Honnêtement. Du coup, tu dis que tu es créatrice de contenu. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça a commencé, depuis quand et tout? Alors, j'ai commencé il y a plusieurs années. Je suis un peu tombée dedans, dans le sens où je ne pensais pas... en être là aujourd'hui. À la base, j'étais dans le mannequinat. Donc je voulais persévérer là-dedans, après avoir été poussée par ma mère. Et oui, en fait, une agence avec qui je travaillais m'a redirigée vers le métier d'influenceuse, qui était un métier émergent à ce moment-là. Et j'ai décidé de tenter l'aventure sans trop savoir ce que c'était. Et au fur et à mesure, j'ai très vite eu des propositions de contrats d'apparition pour certaines marques. Et ouais, en fait, j'ai monté petit à petit. J'ai appris le métier aussi, du coup, petit à petit. Et aujourd'hui, j'en suis à travailler avec des magnifiques marques, des magnifiques agences et participer à des podcasts aussi. Trop bien. Du coup, tu dis que à la base, c'était le mannequinat. Qu'est-ce que tu aimais bien dans le mannequinat et par après, qu'est-ce qui t'a repoussé un peu? Alors, pour être honnête, c'est ma mère qui m'a poussée dans le métier. Ça va. Moi, j'étais pas spécialement tournée vers ça. J'étais très garçon manqué à l'époque. Et j'étais très, très timide, ce qui est toujours le cas, même si ça se voit pas. Et en fait, ma mère voulait que j'aille vers ce milieu, en fait, où il fallait avoir quand même une certaine confiance en soi. Et en fait, elle voulait me pousser à avoir plus confiance en moi, à me sortir un peu de cette timidité. Et du coup, oui, je me suis lancée. Alors, je voulais pas vraiment le lancer. On a dû négocier. Donc, j'ai négocié une paire de chaussures, en fait, pour me lancer. J'ai dit, OK, tu veux que je me lance dans ça? En échange, je veux une paire. Et en fait, c'était la Air Force, à l'époque, qui était sortie. Et je me souviens que je lui avais dit, tu m'offres une Air Force. OK, je fais tes trucs de mannequin, là, il n'y a aucun souci. Et du coup, je me suis lancée. Et c'est vrai qu'en fait, petit à petit, j'ai pris en confiance. Et ça m'a fait du bien, je dois dire. Mais j'ai aussi très vite découvert un peu les mauvaises choses en fait de ce métier, les personnes, ce que ça implique, ce qu'on nous impose, tout ce qui tourne autour du corps, les régimes, mais aussi les refus. Parce que le truc, c'est que moi, on m'avait toujours dit qu'en tant que jeune fille, j'étais assez élancée, j'étais très mince, et on me disait tu verras, c'est fait pour toi, ça ira. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai été confrontée à des non, ça a été très dur parce que je me suis dit, mais on m'avait toujours dit que j'avais tout pour être là-dedans. Donc oui, j'ai été confrontée à tout ça et j'étais très jeune. Donc
ça m'a aidé, mais ça m'a aussi à nouveau mis dans une certaine carapace par rapport à mon corps. Et c'était dur à cet âge-là. C'est ce que j'aime pas trop dans ce truc de mannequinat, c'est qu'on est dans des cases. Et si tu rentres pas dans cette case-là, bah, t'es pas sélectionné, on va dire. Et du coup, bah, l'important vraiment, c'est avoir confiance en soi. Et il n'y a pas forcément de critères de beauté. La beauté, c'est vraiment subjectif. Donc, absolument. Du coup, moi, personnellement, j'aime pas trop ce monde de mannequinat, Miss, tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est comme si on nous mettait dans des cases. Et lorsque t'es pas dans cette case-là, bah, t'es pas sélectionné. Et ça peut vraiment tirer sur la confiance en soi des femmes, tout simplement. Donc, c'est très dommage, mais c'est dans la société dans laquelle on vit, c'est un peu, malheureusement. C'est un peu compliqué. Et bah, ces concours sont toujours là. C'est toujours d'actualité. Alors, je ne vais pas cracher sur tous les concours. Il y en a peut-être qui sont très bien et qui misent sur des vraies valeurs et des vraies choses autres que sur le physique. Et la beauté qui, comme tu le dis, est subjective. Mais oui, dans la plupart, malheureusement, il y a beaucoup ce truc autour de la beauté, parfois de la minceur. Aussi, qui donnera le plus d'argent aussi, il faut se le dire. On n'en parle pas assez. Et pour être passé par là, oui, j'ai pu voir les coulisses de tout ça. Et il y a un côté très, très malsain qu'on impose à des jeunes filles trop jeunes pour ça. Des garçons aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, mais des jeunes garçons aussi qui sont confrontés à ça. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ok. Et qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie au quotidien, tes loisirs, tes hobbies? Parle-moi un peu de toi, du coup. Depuis le Covid, je suis devenue assez casanière. J'aimais beaucoup sortir avant, passer beaucoup de temps dehors, mais c'est vrai que je suis devenue assez casanière. Donc j'avoue que la plupart du temps, je suis souvent à la maison. Après, ça me va, c'est ok. J'aime regarder des séries, des films. J'ai aussi 2 petits chiens qui m'obligent quand même à sortir de la maison, du coup. Donc c'est assez agréable. Et sinon, j'écoute de la musique. Cette année, j'essaie de me remettre dans la lecture. Très important. Et j'avoue, j'aime faire du lèche-vitrine. J'aime regarder me faire des paniers que je vais peut-être jamais valider, mais que j'aime bien, tu vois, ça me fait du bien mentalement, c'est assez chouette. Et oui, passer quand même du temps avec des amis de temps en temps, aller boire des cafés, être à côté des potins, ça j'adore. Nice, voilà. Perfect. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est vraiment parce que je voulais discuter avec toi d'un sujet qui me tient vraiment, vraiment à cœur, la santé mentale. Parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, surtout dans le monde créatif. Mais surtout au début de cette année, je pense que c'est important de quand même pas aller trop vite et de faire quand même une petite pause et se dire ok, est-ce que je vais vraiment bien? Ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, par rapport à l'année passée et tout, est-ce qu'il y a un truc à changer? En fait, moi je pense que c'est essentiel de se poser des questions et je pense que on n'en parle pas assez. Je trouve pas de plateforme comme ça où je peux en parler. Du coup, c'est pour ça que je t'ai invitée. Et du coup, j'aimerais bien te demander, est-ce que tu penses que on n'en parle pas assez en fait? Effectivement, j'y ai été confrontée principalement du coup au niveau des métiers, des réseaux sociaux, de créatrice de contenu. C'est vrai que c'est un métier, même si on ne s'en rend pas compte, où il y a une certaine charge. Déjà parce qu'on est de plus en plus à le faire. Donc, il y a parfois un peu ce sentiment de compétition qu'on s'impose ou que les gens nous imposent. Donc, c'est vrai que c'est un peu dur. Et puis, des fois, on peut vite rentrer dans un mental où on se dit pourquoi j'ai pas cette opportunité, pourquoi j'ai pas encore ça, je poste tous les jours, pourquoi les chiffres ne suivent pas. Et c'est vrai que ça peut être une grosse pression. J'y étais énormément confrontée à mes débuts parce que du coup, j'étais pas sensibilisée à tout ça. On se lance dans un truc où on est confronté au regard des gens, que tout fonctionne aux chiffres et aux collaborations. Et c'est vrai que pendant longtemps, du coup, j'étais très axée sur ces chiffres, sur ces opportunités que je n'avais pas. Et oui, ça m'a souvent mis dans des états qui aujourd'hui, je me dis comment j'ai pu me mettre dans des états pareils. Mais voilà, c'est parce que j'aime ce que je fais. Et au-delà d'être un métier, c'est aussi une passion pour moi. Donc, c'est vrai que c'est dur. Mais j'ai appris déjà à me détacher des chiffres. Pas que je sous-estime les chiffres, parce que j'oublie pas que derrière les chiffres, ce sont des personnes qui m'encouragent, qui sont là et qui font que j'ai ces opportunités. Mais de me détacher pour ne pas me dire que ma valeur dépend de ces chiffres. C'est pas ça qui dépend de la valeur de mon travail, de ma propre valeur aussi en tant que personne. Donc, j'ai appris à me détacher de ça pour moi et pour ma santé mentale, du coup, parce qu'il y a une période où je
je pouvais désactiver mes réseaux sociaux tous les mois à cause de ça, parce que je me disais, mais en fait, je suis pas légitime d'être dans ça, parce que ça suit pas, parce que j'ai pas ces opportunités. J'ai appris aussi à m'entourer des bonnes personnes qui font ça aussi par passion, qui ne sont pas dans une compétition, mais qui sont vraiment dans ce truc où on a envie de se soutenir et grandir ensemble, et parce que c'est une passion pour nous. J'ai des très bonnes copines, Lucie et Amélie, alors je leur fais un petit bisou, avec qui j'aime passer du temps, parce que au-delà de l'aspect travail, on a vraiment ce côté de sororité, d'amitié, où on aime passer du temps ensemble, d'aller boire un café, de discuter de nos vies de tous les jours, mais en même temps de créer du contenu, parce qu'on aime le faire, parce que c'est une réelle passion pour nous. Et du coup, on s'entraide, on se donne des conseils aussi. Tu aurais pu faire ça de cette manière ou de telle manière. Donc, je pense que c'est aussi important de s'entourer de bonnes personnes, parce que, comme dans tous les métiers, il y a parfois des mauvaises personnes, des personnes mal intentionnées. Et ça aussi, j'y ai été confrontée, des personnes qui sont là par intérêt. Donc oui, c'est important de savoir se détacher de certaines choses, de savoir s'entourer de bonnes personnes, et savoir aussi se dire, OK, c'est un travail, mais ça doit être aussi quelque chose que tu aimes faire. Parce que sinon, tu tombes vite dans ce truc où tu es engrené dans tout le côté négatif, où tu essayes aussi d'être une personne que tu n'es pas. Et ça aussi, j'y ai été confrontée. J'ai essayé d'être une personne que je ne suis pas pour rentrer dans les cases et dans les codes, pour atteindre certaines opportunités qu'au final, en fait, je me rends compte que je voulais pas tant que ça, parce que ça me représentait pas. Mais à nouveau, j'étais dans ce truc où je me dis, je veux ça parce qu'un tel a ça et ça, et que moi aussi, je dois l'avoir si je veux faire partie de l'élite, quoi. Ok, intéressant. Ouais. Du coup, là, moi, ma question qui vient à l'esprit, c'est, est-ce que tu penses pas que le problème vient peut-être même d'avant, que c'est plus deep que ça, c'est pas que forcément... Parce que moi, je pense que notre caractère, c'est une accumulation d'expériences de nos vies, et que à un moment donné, je pense que ça éclate. Et est-ce que tu ne penses pas que avant de... En fait, c'est comme pas des blessures, mais c'est un peu des blessures intérieures. Et que c'est vraiment important parfois de se poser et d'essayer de... Déjà, avant de les soigner, de réaliser qu'elles sont là avant. Et parce qu'à un moment donné, elles vont ressortir. Est-ce que tu penses que ça ressort toujours, ou il y a moyen de le cacher éternellement? Je pense que oui, d'office. Quand j'entends ce que tu dis, je pense, par exemple, moi, mon plus gros souci toujours, c'est le souci autour de l'appartenance. J'ai toujours eu ce truc où je veux appartenir à un groupe, appartenir à des gens, et c'est vrai que j'ai été énormément confrontée dans le milieu de la création de contenu. Je veux ce truc où j'appartiens à une équipe, où on est ensemble. On le voit beaucoup dans le milieu des créateurs de contenu, c'est qu'il y a un peu, pas des bandes, mais des groupes d'amis qui sont ensemble. Parfois pas par pure amitié, c'est des gens qui ont vraiment des vraies relations, et des fois d'autres personnes qui sont juste liées de par le travail. Et c'est vrai que moi j'ai ce truc où j'ai voulu avoir ce groupe d'amis en fait avec qui je passe du temps, et j'ai peut-être des fois forcé certaines relations qui m'ont du coup impactée en tant qu'humaine, parce que voilà, ça fait mal, tu vois. J'ai envie d'avoir des bonnes personnes autour de moi, mais aussi du coup dans mon travail, parce que je me disais, en fait, si on ne veut pas de moi, c'est que je suis pas assez bien en tant que personne, et je suis pas assez bien dans mon travail. Et voilà, comme je le dis aujourd'hui, j'ai des très bonnes amies avec qui tout s'est fait assez naturellement, puisque je les connaissais respectivement depuis des années. Et puis voilà, on s'est réunis de par la force de notre travail, mais de par notre amitié aussi. Donc, ouais. Il n'y a pas aussi une peur de l'échec là-dedans? Bien sûr, parce que comme je l'ai dit, il y a de plus en plus de créateurs de contenu. Alors oui, il y a de tout univers, etc. Voilà, chacun a un peu son style, etc. Mais oui, clairement. Et comment tu fais, toi, pour pas t'échapper de tout ça, mais pour mieux aller? Comme j'ai pu le dire au début, j'essaye de rester des fois détachée de certaines choses et de ne pas prendre les choses à cœur, ce qui est compliqué parce que je suis hypersensible et je prends toujours les choses à cœur. Mais encore une fois aussi, avoir un bon entourage. Et j'avoue que ce qui joue aussi, c'est que je suis dans une ville assez éloignée. J'habite à Liège. C'est vrai que le métier de créateur de contenu n'est pas aussi fort que, par exemple, à Bruxelles ou des villes comme Anvers. Et c'est vrai que j'ai ce truc où j'avoue que des fois, ça me fait du bien de retourner dans ma petite ville, dans mon petit coin, où je peux être au calme, être avec mon compagnon et mes chiens, et où je reste détachée. C'est ça aussi des fois qui me fait peur, en fait, en revenant à Bruxelles. J'ai peur d'être à nouveau trop confrontée à tout ça et de pas pouvoir me détacher, parce que j'ai l'impression que ça sera du coup dans mon quotidien. Alors que, voilà... quand je suis chez moi, j'ai ce petit truc où je re-rentre dans mon petit cocon. Après un événement à Bruxelles, je re-rentre. Et
Je m'endors et puis le lendemain matin, ben voilà, je me réveille, je sors mes chiens et je suis dans mon cocon, quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens dans le métier que je connais qui vivent à Liège. Donc, ça me permet d'avoir ce détachement et ça me fait énormément de bien, honnêtement. Finalement, même dans la vie de tous les jours, moi, je ressors d'une retraite, là, et je me suis dit, waouh, c'est tellement important de prendre du recul, de se détacher, de tout couper un petit instant pour se retrouver finalement seul avec soi-même. Ouais. Parce que je pense que parfois, le problème aussi, c'est qu'on a peur de nous-mêmes ou on ne se connaît pas assez. T'es effrayé par toi-même et faut... Comme je l'ai dit, il faut se poser, tu sais, qui je suis et qu'est-ce que j'apporte. Tu vois. Je réfléchissais avec des amis et on se posait la question par rapport à la pertinence de nos vies, par exemple. Qu'est-ce qu'on apporte à notre entourage. Et je pense que c'est tellement, tellement essentiel et ça ressort plein de trucs par rapport à la santé mentale, même des traumas par rapport à l'enfance, des trucs. C'est waouh, c'est important. C'est vrai. C'est important. Et du coup, j'avais aussi une petite question par rapport à cette nouvelle année, tu vois. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui disent nouvelle année, nouvelle résolution, nouveau ci, nouveau ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? J'en avais parlé il n'y a pas longtemps. Moi, je suis beaucoup dans ce truc où je trouve qu'il faut savoir dire les choses à voix haute. J'ai l'impression que quand tu dis les choses, ça t'oblige à les faire et ça te pousse à le dire. Donc, moi, je ne suis pas dans le je garde mes projets, mais comment dire, mon mood board, il est pas, je le ferme pas, quoi. J'ai pas peur de dire que je vais le faire, je vais essayer de le faire, et si je le fais pas, c'est ok. Genre, je trouve qu'un mood board, oui, ça permet de se dire, je vais tenter d'atteindre cet objectif, mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai appris à avoir les pieds sur terre et me dire aussi que si ça n'arrive pas, c'est ok. C'est pas un échec, genre. Le fait que tu aies déjà eu l'envie de te dire que je peux rêver d'avoir ça, je peux rêver de faire ça, c'est une bonne chose. Bon, faut se bouger aussi. Hein. Je dis pas juste se mettre en image et puis se dire que ça va se réaliser. Mais moi, je suis OK sur le fait que si j'ai pas réussi à faire des choses cette année, ça sera pour l'année prochaine. Où je suis aussi spirituelle, donc je me dis que certaines choses doivent arriver aussi au bon moment. Et seul Dieu le sait quand ça doit arriver. C'est ça. Pour moi, c'est important de déclarer sur sa vie. Parce que certes, on l'intériorise, mais des fois, il faut le sortir parce que sinon, déjà, il n'y a que nous qui sommes au courant. Ça veut dire que les gens autour, imaginons maintenant, je vais faire un truc de fou et qu'il n'y a que moi qui sais qui veut le faire. Mais les gens autour de moi, ils ne le savent pas forcément. Du coup, ils ne peuvent pas mettre une certaine pression parce que des fois, on a besoin de la pression de notre entourage. Et comme tu as dit, quand on a un bon entourage sain, ils peuvent t'aider à t'élever, t'aider à pousser ton projet jusqu'au bout. Et vraiment, l'entourage, waouh. Oui, et puis tu peux même juste des fois parler de ce projet, de cette idée que tu as eue et tomber sur la personne qui va t'aider à te lancer, cette personne qui a le contact qui peut te permettre d'atteindre ça. C'est ça. Moi, j'ai pas peur de dire les choses à voix haute. Enfin, je veux dire, je crains personne à part Dieu, donc je vois pas qui pourrait avoir du mal dans mon projet, etc. Enfin, je suis la seule personne qui peut briser ce rêve ou ce truc. Personne d'autre. Si je laisse des personnes atteindre ça, c'est que je suis faible et que je crois pas en moi, en fait. Waouh. Ouais. Waouh. Waouh, claque it. Crazy. Non, carrément, tu m'as... Waouh, c'est fort. Mais ça, je l'ai appris à mes dépens, quoi. Je l'ai appris avec le temps, je l'ai appris en faisant confiance des fois pas aux bonnes personnes, mais en ne me faisant pas confiance à moi-même aussi. C'est des choses qui s'apprennent. Il y a quelques années, j'aurais pas dit une phrase comme ça aussi librement. Je l'ai vraiment appris à mes dépens et en m'entourant. C'est grâce, on va dire, à tes chutes, grâce aux moments de bas, de mou, qui t'ont aidé maintenant à avoir cette expérience-là et que tu peux... En vrai, comme je dis souvent, genre, nos vies, c'est censé être des témoignages. Absolument. Nos vies, c'est des témoignages et grâce à ce qu'on vit, les autres peuvent être édifiés à travers ça. Absolument. Et du coup, c'est fort, c'est bien. Est-ce que tu as déjà été confronté à des personnes du coup, autour de toi qui ont eu vraiment des baisses très, très compliquées de motivation mentalement et tout? Comment tu as fait pour les remonter si ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, oui. Ça m'est déjà arrivé d'observer ça dans mon entourage, dans ma famille, dans mes amis. Et je pense que j'ai appris à me dire que c'est OK d'avoir des baisses de motivation. Honnêtement, c'est dans mes baisses de motivation que je remonte le mieux.
Et c'est ce que je dis aux personnes autour de moi, c'est que c'est OK. Si tu as besoin d'un break, si tu as besoin d'arrêter, de mettre une pause, même à un projet qui était déjà lancé, c'est OK parce que tu n'arriveras à rien en étant au plus mal, en étant trop fatigué, etc. Mais je leur dis toujours que le plus important, c'est qu'à un moment, il faut se relever. Tu ne peux pas rester sur un échec et douter de toi. C'est prends le temps qu'il te faut, repose-toi et reviens plus fort. Et c'est ce que je leur ai toujours dit. Parce qu'il y a beaucoup ce truc où les gens sont en mode « ouais, t'es jeune, faut se bouger. » Non. Moi, je pense qu'il faut des fois se détendre, faut souffler, faut se reposer, faire une retraite. Et puis revenir quand ça va mieux. Faire les choses au plus mal, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est te forcer dans quelque chose et du coup, on verra pas que tu mets du cœur. Donc, moi, c'est le genre de conseil que j'ai donné. C'est important, du coup, de ne pas aller trop vite. Oui. Et de ne pas courir plus vite que nous-mêmes. Oui, tu vois. absolument. Parce que des fois, on va être pressé, on va dire, ouais, je me suis dit, je devais faire ça en février, je devais faire ça en mars. Non. Finalement, je peux pas parce que j'ai pas la force, je suis pas en état de le faire. Et les gens, ils vont le voir après. Hein. Bien sûr, les gens ressentent tout. Ils le voient. Les gens ressentent. Je me souviens, la période où justement, sur les réseaux sociaux, je me forçais à être quelqu'un que je n'étais pas et je me forçais à faire les choses pour faire les choses. Les gens le ressentaient. Et le jour où j'ai enfin commencé à être moi-même, j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont dit « Mais meuf, je t'avais jamais vu comme ça et j'ai l'impression que c'est enfin toi. » Et moi-même, je le réalisais pas. Et de voir des messages comme ça de personnes inconnues en plus, tu vois, je me dis « Oh waouh !» Donc les gens ressentent et voient les choses. Tu vois, c'est fou. Et même en off, on me disait que, en vrai, pour se lancer sur les réseaux sociaux, t'as pas besoin d'avoir 10 000 caméras, d'être le plus près possible. Juste ta personnalité, c'est assez. C'est le conseil que je donne. Franchement. C'est le conseil que je donne en général, c'est soyez vous-même. Genre, c'est hyper bateau. Quand on me dit, tu peux me donner des conseils? Sois toi-même. Ah, ok, merci ma belle. Mais c'est réel. Les gens ressentent, les gens voient quand tu es pas toi, quand tu te forces à faire des choses, surtout les personnes qui te connaissent en premier lieu. Et puis voilà, les gens ressentent les choses. Enfin, on n'est pas bête. Et j'ai l'impression que depuis le Covid, les gens ont besoin de personnes plus humaines à travers les réseaux sociaux, des personnes vraies et réelles. Auxquels ils peuvent s'identifier, mais auxquels aussi ils peuvent se sentir bien aussi, et pas des fausses personnes qui se donnent une image pour se donner une image. Je vois sur les réseaux, tu as beaucoup de collaborations, des trucs et tout. Est-ce que des fois, t'en as refusé? Parce qu'il y a des fois, les gens, ils n'osent pas dire non. Et c'est important quand le contenu que tu fais ou juste la personne que tu es n'est pas alignée avec ce qu'on te propose, tout simplement de refuser. Tu vois. Est-ce que tu as déjà eu des... Bien sûr que ça m'est déjà arrivé. C'est vrai qu'au début, non, je pense que je me suis jamais spécialement forcée à faire des choses que j'aimais pas. À accepter des collabs que je n'aimais pas. J'ai toujours été assez sûre sur ce que je voulais. Donc oui, j'ai assez facilement refusé certaines choses parce que ça me paraissait plus que logique. Puis je voyais même pas, créativement parlant, comment j'aurais pu mettre le produit en avant, même en me forçant, quoi. Donc oui, j'ai jamais eu cette difficulté de dire non, honnêtement. Non, c'est bien. Encore plus aujourd'hui, vu que je me connais encore plus, que je m'affirme encore plus. Oui. Waouh. Vraiment, l'enjeu, c'est se connaître. Oui, absolument. C'est vraiment se connaître. Son identité. Waouh, trouver... S'il vous plaît. Avec tout le respect du monde. Trouvez qui vous êtes et trouvez votre identité, parce que sans ça, vous pouvez pas avancer, vous pouvez pas entamer des projets, ou même c'est bénéfique pour votre entourage. Vraiment, je parle en connaissance de cause, les amis, s'il vous plaît. C'est important. C'est important. C'est très, très important. Ok. Est-ce que y a eu des moments où tu ne te sentais pas légitime de faire ce que tu faisais, d'être tout simplement sur les réseaux? Pourquoi moi? Pourquoi une autre? Moi, je ne suis pas qualifiée pour le faire, des trucs comme ça. C'était déjà arrivé? Il y a déjà eu des opportunités qu'on m'a proposées où je me suis dit, peut-être c'est un prank, je ne sais pas. Une marque, en l'occurrence, avec laquelle je travaille toujours aujourd'hui, qui, du coup, m'avait contactée à l'époque où je n'avais pas spécialement énormément non plus de followers. Et quand ils m'ont contacté, j'ai cru que c'était, tu vois, les spams. Je me suis dit, c'est encore un faux mail, là, on me propose la collab de rêve. Et c'est vrai qu'au début, j'étais en mode, est-ce qu'ils sont sûrs? Est-ce qu'ils veulent vraiment de moi? Il y avait ce truc qui revenait avec les chiffres. Alors, j'ai pas beaucoup d'abonnés pour ça. Et on a fait 1 année ensemble. J'étais en mode, ok, trop bien, ça s'est bien passé. Mais je me dis, voilà, on va en rester là, c'était chouette. Et aujourd'hui, ça va faire 4 ans que je bosse avec eux.
Donc, c'est vrai que j'ai eu ce truc où j'avais l'impression de ne pas me sentir légitime de par mon nombre de followers. Encore une fois, ces fameux chiffres. Et encore une fois, ça ne définit pas ta valeur, ça ne définit pas ton travail. La preuve, c'est qu'ils ne sont pas axés sur ça, ils sont axés sur ce que j'apporte pour leurs produits et ce que j'apporte en termes de personnalité. Wow. Et ouais, ça doit être peut-être le plus gros truc qui m'a traversé l'esprit. Du coup, même pour les collabs et tout, il n'y a pas besoin d'avoir des millions. Des gens, ils croient que c'est inaccessible. Ouais, absolument. Absolument. Et puis, je leur en veux pas non plus de penser comme ça. Enfin, je nous en veux pas de penser comme ça parce que malheureusement aussi, il y a beaucoup de marques qui réfléchissent encore au niveau des chiffres et qui sont encore, franchement, ils sont encore à l'époque de la préhistoire. Ils n'ont encore rien compris. C'est des gens qui ont vraiment étudié la théorie du marketing et de la com et qui pensent que les chiffres font tout. Alors, je dis pas, oui, ça peut jouer parce que l'idée, c'est de faire vendre quand même. Ouais, c'est de générer des ventes, c'est de fidéliser des clients. Donc oui, ça a un impact. Mais au lieu de chercher au niveau des chiffres, ils doivent regarder au niveau des personnalités et des personnes. Je sais qu'il y a souvent des PR qui m'ont dit « Oh, tu connais des personnes, etc. » Je leur dis « Mais les gars, comment vous pouvez me dire que vous ne trouvez pas ? Je peux vous citer 5 noms de personnes comme ça et pas spécialement des amis. Je regarde, je suis dans le métier, donc je regarde et je vois des profils qui, oui, ils n'ont pas des 10 000 followers, mais c'est des gens qui ont de la personnalité, qui emmènent de l'interaction dans ce qu'ils font, surtout en Belgique. Quoi. Et je me dis, waouh, il y a encore du travail. Wow. C'est là où je me dis, quand les gens disent tout est perdu dans le métier, non, il y a encore énormément de travail, il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'il y a encore plein de personnes qui méritent d'être devant de la scène dans ce métier, quoi. Et par contre, des personnes qui sont dans les coulisses qui ont encore besoin de revoir leur stratégie parce qu'ils sont encore très arriérés sur le sujet. Ouais. Mais en Belgique, vraiment, c'est très chaud. Ouais. Et surtout les créateurs et créatrices noirs. Waouh! Ça, c'est pour moi le sujet le plus compliqué. C'est mon combat de tous les jours, j'ai envie de dire. C'est le manque de visibilité, de mise en avant de certains créateurs. Ça m'attriste parce que moi, je suis contente d'être dans le métier depuis longtemps et d'avoir des opportunités. Mais quand je vois d'autres personnes autour de moi qui n'ont pas accès, qui sont même pas en fait au courant de tout ce qui se passe. Il y a des gens qui sont pas au courant qu'il y a des agences d'influence en Belgique, qui sont pas au courant qu'il y a des agences PR. Moi, du coup, j'habite à Liège, mais je suis quand même bruxelloise de base. Et même moi qui suis dans le métier depuis longtemps, je ne suis pas spécialement invitée par des agences ici à Bruxelles. Tu vois, c'est là où tu vois qu'il y a un souci et il y a encore un côté très élitiste dans ça. Et ouais, non, je trouve que c'est dommage. Et ils vont s'en rendre compte le jour où on ira voir ailleurs et qu'on réussira ailleurs. Exactement. Et c'est ce que je dis. Moi, c'est OK, vous voulez pas de nous, vous voulez pas nous inviter, vous voulez pas les mettre en valeur, mais quand ils vont briller ailleurs, ne commencez pas à dire oh ça vient de la Belgique parce que c'est toujours comme ça. Je parle en tant que créateur de contenu, mais je pense que même beaucoup d'artistes auxquels je pense à le monde de la musique surtout. Ouais, voilà, beaucoup aussi. On les voit en France, oh pourquoi ils vont là-bas, mais c'est parce que ici on leur donne pas ce qu'il faut en fait. On leur donne pas accès à certaines scènes, on leur donne pas accès, on débloque pas des budgets, voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, on peut parler de budget dans l'influence aussi. C'est problématique. Les personnes noires sont beaucoup trop mal payées. Ah ouais. Beaucoup trop mal payées. Et c'est un énorme souci. Et on ne parle pas ici de chiffres. Ce n'est pas en fonction des chiffres et des followers. C'est vraiment en tant que personne noire. Et il y a des études sur ça. Ils sont beaucoup moins payés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Je croyais que c'était... Ah non, jusqu'aujourd'hui. Une créatrice de contenu, d'ailleurs française, en a parlé il n'y a pas longtemps. Donc elle a des milliers de followers. Et elle expliquait qu'une de ses collègues, qui a la même niche qu'elle, le même nombre de followers qu'elle, était payée, je pense, au moins 30 000 € de plus qu'elle. Waouh. On parle de 30 000 € de plus qu'elle. Wow. On parle de gros chiffres, quand même. Crazy. C'est très, très grave. Ça doit être frustrant. C'est très frustrant. Moi, ça, c'est mon combat tous les jours. J'accepte pas le bénévolat. Hein. Et... Pardon. Ouais, non. On n'accepte pas le bénévolat. Wow. On négocie et si vous voulez pas, tant pis. C'est OK. Tant pis pour vous. Ouais, après, vraiment, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de les gens, ils partent en France, ils partent à Paris, ils partent à l'extérieur. Mais vraiment, ici, parfois, il n'y a rien à gratter. Hein. Il n'y a rien à gratter, on ne nous donne rien. Vous voulez qu'on va rester ici et se limiter du minimum quand on connaît notre valeur et on sait jusqu'où on peut aller. Il faut arrêter un moment. Du coup, quand on est sur les réseaux sociaux, il y a souvent les gens qui vont faire leur retour et tout, de ouais, j'ai aimé, ouais, j'ai pas aimé. Qu'est-ce que toi, t'en penses des feedbacks des gens? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pas pertinent? C'est un peu le jeu des réseaux sociaux, en fait. Il y a cette idée, oui,
Pour moi, je trouve que l'avis des gens compte. Ouais. Pour moi, ça compte. Ouais, et d'ailleurs, on le dit souvent en fin de vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis. Ouais. Et moi, je suis très ouverte aux avis. Et pour moi, ils sont même très importants. C'est-à-dire que même si ton avis est négatif, je prends. Parce que c'est ce qui m'aide à m'améliorer et à grandir. Alors, je dois dire, j'ai pas souvent fait face à des commentaires négatifs, très honnêtement. J'ai pas fait face à des haters non plus. Donc, Dieu merci que ça continue. Parce que les commentaires négatifs, c'est une chose, les haters, c'est autre chose. Mais par exemple, dans mon entourage, je me donne beaucoup de feedback, positif comme négatif. Me donne des retours. Et moi, je trouve que c'est très OK et qu'il faut savoir le prendre parce que ça fait partie du métier. C'est la meilleure manière, en fait, d'évoluer, de grandir et de faire les choses mieux, en fait. Donc, faut les accepter. Si t'es pas prêt à les accepter, il faut laisser le métier de côté parce que tu vas être confronté à ça au quotidien, quoi. Tu me laisses sans parce qu'en fait, on a les mêmes avis. Tu réponds à mes questions avant que je les pose. Mago. Débordé. Mais c'est trop bien, non, parce que j'ai vraiment le même avis. Moi, je préfère même qu'on me donne des mauvais retours, tu vois. Oui. On me dise, ouais, ça, personnellement, j'ai pas aimé. J'aimerais bien que tu modifies ça. Parce que c'est grâce à ça qu'on va avancer. Parce que si tout est bon, je peux pas être meilleur qu'hier. Parce que vraiment, moi, je suis dans la mentale de gloire en gloire, vous voyez. Absolument. Donc, vraiment, de gloire en gloire. La gloire d'hier, c'est censé être la base sur laquelle je dois m'appuyer pour avancer. Du coup, vraiment, ouais. Basons-nous sur le passé, on va dire, mais pas se dire ouais, c'était mieux hier. C'est juste censé être la base. Oui, absolument. Le minimum. Absolument. Et puis les commentaires positifs, on va pas se mentir, ça aide à prendre confiance. Comme j'ai dit, dans ce métier, tout est bon à prendre. On est beaucoup de créateurs de contenu, donc c'est vrai que les retours positifs, ça aide à se dire ok, je suis toujours dans le truc. Ce que je fais aussi est utile. Le nombre de retours positifs que j'ai eu par rapport à certaines vidéos, ça permet de me dire ok, ça a peut-être aidé cette jeune fille, ce jeune garçon dans un sujet qui l'aide à prendre confiance lui aussi en fait. Et d'avoir ce retour, c'est que je me dis oh waouh, j'ai pu aider ou apporter quelque chose à une personne. Un bel truc, c'est que même moi, par exemple, en faisant mes épisodes, quand je l'ai fait, je ne suis pas forcément consciente de l'impact que ça peut avoir chez les autres. Absolument. Et c'est après, on m'envoie des gros messages, des gros pavés. Oui, je parlais de ci, ça m'a touchée parce que non, j'ai réfléchi à ma vie. Je suis en mode waouh. Mais ouais. En vrai, ça touche. En vrai, je ne fais pas ça pour rien. Donc, toi, tu le fais par passion, mais il y a des gens derrière l'écran qui... Ce sont des sujets qui sont importants pour eux au quotidien et qui vont peut-être répondre à une problématique qu'ils ont, en fait, et qui vont peut-être même se tourner, du coup, vers une bonne personne aussi, ton invité, par exemple. En fait, tiens, elle a parlé de ça, je peux aller lui en parler parce que j'ai personne d'autre avec qui en parler, en fait. Ouais. Et ça me fait penser à un truc aussi. Parfois, par exemple, mon podcast, on va dire, il est né d'une frustration parce qu'il n'y en avait pas. Et je pense que lorsqu'on a des frustrations, c'est peut-être parce qu'on devrait agir là-dedans, tu vois. Et donc, s'il y a un truc qui nous frustre, en vrai... Soyons les acteurs qui vont changer. Mais c'est absolument ça. Il faut se lancer. Si tu vois qu'il y a un truc qui va pas, un truc qui manque, lance-toi. En fait. Ouais, c'est à toi de le lance le truc. En fait, c'est peut-être la voie vers ce sujet, vers ce métier, vers ce truc. Non. Absolument. Ouais, trop bien. Franchement. Wow. Ok. J'aimerais bien parler de la productivité. Parce que parfois, on veut être trop productive et tout. Est-ce que dans cette productivité, il y a le comment on dit ça, ce fléau-là de se perdre, du coup. Et le fait de faire beaucoup de choses et de ne pas se spécialiser en une chose. Est-ce que c'est important? C'est vrai que moi, j'ai toujours eu ce truc où je pensais que c'était une problématique. Mais par exemple, sur mes réseaux sociaux, j'ai toujours eu cette impression d'être un extraterrestre. Ok. Parce que j'avais l'impression de ne pas rentrer dans des cases, dans le sens où, en fait, j'aborde un peu de tout sur mes réseaux. Enfin, tu me verras parler vraiment de tout et n'importe quoi. Tu me verras parler de problèmes hormonaux et puis, je sais pas, parler d'un mascara que j'ai trop aimé, quoi. Et il y a une personne à l'époque qui m'avait dit « Ouais, Lola, tu fais trop de choses sur les réseaux, ça va pas. » Et je me souviens que c'était pas quelque chose qui me posait problème jusqu'à, du coup, cette remarque. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est un souci. Et c'est du coup devenu un souci pour moi au quotidien. J'étais en mode, waouh, il faut que je rentre dans une case, il faut que je sois plus concentrée sur ce que je fais, que je fasse plus ce genre de truc, ce genre de production. Et ça m'a frustrée. Puis je me suis dit, mais en fait, non. Genre, je voyais bien que quand j'essayais d'être productive sur certaines choses, c'était pas totalement moi parce que j'aime ce... Enfin,
j'aime cette entièreté que je suis, quoi. J'aime le fait que je peux parler de santé mentale, et puis parler de beauté, et puis parler de cheveux, et puis, tu vois, j'aime ce truc. Et puis, au niveau d'être productive, tout est question d'équilibre. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'étais encore à l'école jusqu'à encore l'année dernière. J'avais aussi mon job étudiant chez Snipes. Enfin, fallait essayer de tout gérer. Mais d'un côté aussi, je gardais ce truc en tête de c'est une passion. C'est certes un métier, mais c'est une passion. Et du coup, tu dois trouver cet équilibre pour que ça ne devienne pas un trop et que tu en sois dégoûté. Et c'est vrai que je suis passée par là. J'étais par ces périodes où j'étais en mode « Oh mon Dieu, je ne poste pas assez, c'est pas OK du tout. Je n'ai pas posté cette semaine. » Et ça me mettait dans des états horribles. Et puis, à nouveau, il a fallu trouver cet équilibre, se rappeler de « N'oublie pas pourquoi tu le fais. Si ça te met dans cet état, ma belle, tu arrêtes. Si c'est pour être dans cet état, tu stoppes tout. » Et toi, pourquoi tu le fais? Moi, je le fais parce que, honnêtement, c'est vrai que quand j'ai commencé, je ne savais pas pourquoi je commençais. Je commençais parce que, oui, je voulais partager des belles photos. Enfin, c'était Instagram, quoi. Parce que j'ai commencé sur Insta, je partageais mes photos, etc. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir ce truc où j'aimais le fait de partager et de créer des choses. J'aimais cette idée de, quand une marque me contactait, me disait « Oh, tiens, on a aimé ta personnalité, on a ce produit, est-ce qu'il te plaît ?» J'aimais cette idée de m'asseoir et de commencer à réfléchir à tout un univers que je peux créer à travers ce produit et de pas juste le placer dans une vidéo comme ça. J'ai un peu perdu ce truc dernièrement et c'est vrai que j'aimerais le remettre un peu plus en avant cette année, mais c'est vraiment la créativité en fait qui me pousse à être tous les jours sur les réseaux. C'est ce partage, c'est le fait d'être là. Et même si ça buzz pas, même si ça interagit pas, moi j'aime ce truc de créer, de partager, d'être une pipelette au final. J'aime parler. Donc ouais, c'est tout ça en fait qui me maintient dans ce métier au quotidien que j'adore. Et est-ce que tu aimes bien te fixer des objectifs ou pas? Je pense que oui. J'ai juste appris en fait à les mettre différemment. J'essaie plus maintenant de me mettre peut-être des objectifs mensuels. C'est plus facile que directement me mettre des gros objectifs. Ça me met très vite la pression. Donc, j'ai appris à mettre des mini-objectifs. Même des fois en journée, je me dis, tiens, OK, allez, aujourd'hui, essaye de quand même filmer une vidéo. Ça peut être chouette parce que des fois, j'ai tellement d'idées que j'arrive pas à les filmer, quoi. Parce que je suis en mode, je commence par quoi? Donc oui, je me fixe quand même des mini-objectifs parce que je garde quand même en tête que c'est devenu quand même un métier. Donc, faut essayer quand même d'être régulière. Donc oui. Ouais. Et à long terme, tu te vois où, comment J'aime dire que je vais là où le vent me mène. Parce qu'honnêtement, je ne sais pas en fait où je serai dans quelques années. Le métier évolue tellement, il y a tellement tous les jours des opportunités où je me dis ouf, waouh. Honnêtement, j'espère pouvoir continuer dans la création de contenu. C'est vrai que j'ai ce truc où je répète que c'est une passion, mais c'est dans mon quotidien. Donc honnêtement, oui, intérieurement, j'espère pouvoir en vivre. Mais j'essaie d'être réaliste aussi des fois et de me dire, OK, je sais que c'est chaud. Mais oui, j'espère pouvoir voyager avec ce métier, honnêtement. C'est vrai que là, je suis beaucoup en Belgique. Je vais un peu plus en France dernièrement. Mais j'espère pouvoir voyager, en fait. Rencontrer d'autres personnes et faire face à des opportunités qui vont m'emmener à des endroits j'imaginerais. Tu vois, c'est pour ça que je me projette pas parce que je me dis, j'espère que je vais aller dans des endroits où je m'y attends pas, justement, tu vois. J'ai vu dernièrement, t'avais été invitée à Paris. À Paris, Comment tu te sens quand il y a des opportunités comme ça qui se présentent à toi? Je me dis, oh waouh! Genre, j'ai plus trop ce syndrome de l'imposteur, donc je me dis, j'ai travaillé, donc je sais que je suis à ma place et que si j'y suis, c'est que c'est pour une bonne raison. Mais c'est vrai que des fois, c'est crazy, quoi. J'arrive à des endroits où je vois des personnes que je regardais sur YouTube à l'époque et je me dis, oh waouh, on est dans la même pièce. Et puis je me dis, ouais, mais on fait le même métier, ma belle. Enfin, tu vois, genre, je me dis, c'est OK que tu sois là, mais c'est vrai que c'est un peu fou et c'est tout aussi beau en même temps. Et c'est là où je me dis, c'est la magie de ce travail, c'est que tu sais jamais là où ça va te mener, avec qui tu seras dans la pièce. Et c'est ça, j'ai vu ce qui a été passé d'autres. Je me dis, waouh!
suis en mode waouh. Ouais, franchement. C'était crazy. Bon, ça fait un peu des histoires dans mon ménage là. Oh, c'est qui Skepta? Désolée, mon amour, si tu vois ça. C'est un artiste que j'apprécie, donc c'est fou. En plus, c'est la deuxième fois que je le rencontre de manière hyper inattendue comme ça. Donc, ouais, c'est un peu crazy. Et oui, tu vois, tu te retrouves dans des pièces avec des gens. Il y avait aussi un autre rappeur londonien qui était là, Nipsey. Enfin, tu vois, c'est fou, tu vois. Finalement, si on est tous au même endroit, c'est que notre place, elle est là. Mais oui, absolument. On a travaillé. Le travail, ça paye. Le travail, ça paye, clairement. La détermination. Surtout. Surtout. Parce que la passion, c'est bien. La volonté, c'est bien. Ouais. Mais si on n'est pas déterminé... c'est clair. Le nombre de fois que j'ai voulu lâcher, je t'ai dit, à une époque, je pouvais désactiver tous les mois. Mais pourtant, je réactivais, j'étais toujours là. Et c'est parce que j'étais déterminée. C'est parce que je sais ce que je voulais aussi. Je sais avec qui je voulais travailler, avec qui je rêvais de travailler, qui je collais sur mon moodboard, tu vois. Donc, je me disais, je ne vais pas lâcher et ça arrivera, en fait. Puis si ça n'arrive pas, ça sera quelqu'un d'autre. Ça sera une autre opportunité avec une autre marque. L'important d'avoir la vision claire. Clairement, ouais. De qu'est-ce qu'on veut, qui on a et tout, c'est essentiel. Est-ce que déjà, le monde, je pense que oui, du coup, c'est pour ça que tu es ici, mais est-ce que le monde de la mode, ça te parle? Est-ce que tu aimes bien tout ça, les fashion et tout? Bien sûr. J'aime beaucoup, mais des fois, je ne sais pas me dire si j'aime la mode ou j'aime m'habiller. Parce que j'ai vu une fille qui avait abordé ce sujet. Et je me dis, est-ce que j'aime la mode, genre suivre la mode, le milieu de la mode avec les créateurs? Tu me demandes maintenant de citer plein de créateurs, j'en connais pas non plus 10 000, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime le vêtement, j'aime le fait de s'habiller. Ça vient peut-être de mon côté congolaise. Ah là, en fait, finalement. Voilà, donc oui, j'aime m'habiller, j'aime les belles choses et tout, c'est clair. Et t'as des sources d'inspiration, des trucs dans le monde de la mode? Oui. Il y a une créatrice de contenu en France, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle s'appelle MV Tiang. Ah, bah oui. Pour moi, elle est incroyable dans ce qu'elle fait, au-delà de sa personnalité qui est très chouette. Enfin, pour moi, elle représente le sens de la mode que j'aime, tu vois. Elle est très libre dans ses looks. Pour moi, ouais, elle est comme un peu dans mes icônes de mode, malgré qu'elle est créatrice de contenu. Et il y a des pièces en mode là, tu te dis waouh, en mode, ou même des univers, tu te dis waouh et tout. J'avoue, pour l'instant, je suis à nouveau très dans les chaussures depuis peu de temps. J'avais quitté le monde du sneakers pendant un moment. Peut-être parce que j'ai travaillé là-dedans et que ça m'avait saoulé, les sneakers. Mais c'est vrai que je reviens de plus en plus dans tout ce qui est sneakers. Parce que je suis du genre à m'habiller assez simple, tu vois, un haut noir, un pantalon noir. Mais pour moi, ce qui va vraiment jouer dans ma tenue, c'est la veste que je vais mettre et la paire de chaussures qui peuvent jouer. Donc, je suis à nouveau beaucoup dans ce type d'accessoires. Très sneakers. Moi, j'ai du mal avec les sneakers en ce moment. Aïe, j'ai trop du mal. Mais je pense que ça va revenir. En fait, j'ai l'impression que c'est à nouveau fun, les sneakers. On n'est plus dans ce truc très... À un moment, c'était très boring. Je vais pas mentir. Non, mais avant, à l'époque, j'allais dire, mais je suis pas très vieille. Mais il y avait vraiment ce truc de, les sneakers, les drops, faut attendre, tout ça. SNKM, ça. Purée. C'était compliqué, les collections, tout ça. Mais maintenant, vraiment, il n'y a plus trop de ça. Donc, c'est vraiment toi et toi-même. Oui, c'est toi et toi-même. Et puis, il y a les plateformes aussi. Enfin, moi, je suis très team Vinted. Donc, je consomme beaucoup Vinted, trop Vinted même. Et du coup, je trouve un peu mes petites pépites là-bas. Des fois, je parle de sneakers, mais aussi tout ce qui est talons un peu drôle, un peu fancy, tu vois. Et du coup, la manière dont tu t'habilles, ça te reflète aussi. Bien sûr. Bien sûr. Franchement, je pense que j'ai un style très, très varié. C'est pour ça qu'on me pose la question, c'est quoi ton style ? Je pense pas que j'en ai parce que franchement, ça va dépendre de mes journées, quoi. Enfin, ce matin, j'avais mis une autre tenue et puis en dernière minute, je me suis dit, oh non, en fait, j'ai envie d'être tout en noir. Est-ce que ça me va ? Donc, oui, j'ai un style très varié qui dépend de mes humeurs, de où je vais. Voilà, je regarde. Si je sais pas comment m'habiller, par exemple, je vais ouvrir Pinterest et je vais me dire, je suis dans quel mood aujourd'hui ? Est-ce que je suis dans le style plus Gilmore Girls ? Est-ce que je suis dans... Tu vois, j'aime varier en fonction de la journée, de mon mood. Pas du temps. J'ai l'impression que je m'en fous un peu du temps. Moi, la météo, c'est bon, c'est pas mon souci. Si je me fie à la météo, je suis tous les jours en jogo et en pull. Ça ne concerne pas la météo. C'est pas mon problème, pardon. Si je dois avoir un rhume, j'aurai le rhume seulement. C'est ça là qui m'a amené à... En tout cas, ce fut un plaisir vraiment de t'inviter. Vraiment, merci pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un petit mot de fin à dire
à nos chers spectateurs. Bien sûr. C'est un peu une phrase dont on a parlé au début, mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est soyez vous-même. Encore une fois, c'est quelque chose de très bateau, mais ça vous servira, peu importe ce que vous faites. On parle de réseaux sociaux ici, mais peu importe le métier dans lequel vous êtes, dans la musique ou autre, restez qui vous êtes. Gardez vos valeurs dans ce que vous faites, c'est très important. On peut vite se perdre dans nos valeurs pour atteindre certains milieux, certaines personnes. Gardez vos valeurs en tête. Faites toujours les choses par amour et passion aussi et restez déterminés. Ne lâchez pas. Le temps paye. Le temps vraiment paye. Parfois, ça prend du temps, mais ça finit par payer. Et gardez en tête ça. C'est super important. Voilà. Crazy, parfait. En tout cas, encore merci beaucoup. Merci à toi. Et rendez-vous pour le prochain épisode. Bye.